Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition du soir. Nous ouvrons ce journal par deux décrets importants de la présidence de la République. Ils sont lus par Mohamed Al-Husseini Touré, ministre secrétaire général de la présidence de la République, que nous écoutons. Décret numéro 2015-2 PRM du 8 janvier 2015, mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des autres membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, sur présentation par le Premier ministre de la démission du gouvernement, les dispositions du décret numéro 2014-249 PRM du 5 avril 2014 portant nomination de M. Moussa Mara en qualité de Premier ministre et du décret numéro 2014-257 PRM du 11 avril 2014 modifié par le décret numéro 2014-362 PRM du 27 mai 2014 portant nomination des membres du gouvernement sont abrogés. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako le 8 janvier 2015, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Décret numéro 2015-3 PRM du 8 janvier 2015 portant nomination du Premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, M. Modibo Keïta est nommé Premier ministre. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako le 8 janvier 2015, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. C'était là donc le contenu de deux décrets présidentiels. Il faut retenir que le Premier ministre Moussa Mara a démissionné cet après-midi et le nouveau chef de gouvernement est Modibo Keïta, jusqu'ici au représentant du chef de l'État pour le dialogue inclusif intermalien. Sur un tout autre chapitre, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, était ce matin à l'ambassade de France au Mali. Le chef de l'État est venu présenter les condoléances du peuple malien aux autorités françaises. Par la même occasion, réaffirmer le soutien du Mali à la France dans la lutte contre le terrorisme. Pour le président Keïta, cet attentat n'entame en rien les soucis communs de promouvoir la liberté d'expression et les droits de l'homme. Brahma Traoré, compte rendu. On reconnaît ses vrais amis dans les moments difficiles, a-t-on coutume de dire. Les terroristes ont attaqué hier mercredi le siège du journal satirique Charlie Hebdo à Paris, faisant 12 morts dont 2 policiers. Cet attentat terroriste est durement ressenti au Mali. C'est dans ce contexte douloureux que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, se rend à l'ambassade de France pour une cérémonie d'hommage aux victimes. Au pied de la stèle dédiée aux morts pour le Mali et la France, une minute de silence a été observée. Moment d'émotion et surtout de grande tristesse. Ensuite, le chef de l'État a signé le livre de condoléances avant d'exprimer toute sa sympathie au peuple français. Cette visite était requise. Ce qui s'est passé hier à Paris dépasse le cadre de la France. C'est le monde entier. C'est tous ceux qui ont souci de liberté, que le flux de la presse ou la liberté en général, ont été révulsés par ce qui s'est passé. Je suis particulièrement indigné de cet attentat à la liberté, aux valeurs auxquelles nous sommes tellement attachés et que nous partageons avec le peuple français. Je voudrais, au nom du Mali, de notre peuple, de tout notre peuple, dire notre totale solidarité et sympathie avec la France dans ce moment de douleur. À cette cérémonie d'hommage aux victimes de Charlie Hebdo, la presse nationale est fortement représentée. Symbole de la solidarité confraternelle et surtout d'un engagement commun, celui de promouvoir davantage la liberté d'expression. Et le président Ibrahim Boubacar Keïta s'en réjouit. Pour le chef de l'État, cet attentat ne fera pas taire le journal hebdomadaire, bien au contraire. Ils ne sont pas morts en vain. Ceux-là qui ont pensé les faire taire n'ont réussi en réalité qu'à permettre au monde entier de dire son indignation devant l'horreur, devant l'ignominie qui a été cet assassinat collectif. Je pense que le Mali ne peut pas être en reste. Souvenons-nous, nous Maliens, il y a guère longtemps, notre liberté fut gravement compromise. Nous avons eu à nos côtés nos amis de France. France qui a laissé beaucoup de ses enfants en terre malienne. Donc, ce devoir-là, je le fais au nom de la nation malienne. La lutte contre le terrorisme, je le dis, nous ne laissons pas le bras. C'est l'origine de la terreur. Pour autant, zone de civilisation.
ceux qui refusent de toutes leurs fibres que ce monstre puisse ressurgir et nous dominer, tous ceux-là sont mobilisés depuis hier et fabuleusement. Et cette mobilisation ne devrait pas cesser. La bête rôde, elle est là. Et ses buts sont connus. Donc je crois qu'aujourd'hui, le paroxysme a été atteint. La ville lumière, celle des droits de l'homme, celle dont toutes les civilisations souhaitent l'accompagner et l'accompagnement, tant elle a, au long des siècles, été berceau des valeurs les plus nobles de l'humanité. Cette ville a été atteinte à son cœur. Nous sommes solidaires. Avant de quitter les locaux de l'ambassade de France, le président de la République lâche cette petite phrase. Nous sommes ensemble. La France et le Mali donc ensemble pour rendre la vie dure aux terroristes. Terroristes qui ont récemment endeuillé notre pays suite à l'attaque du camp de Nampala faisant des victimes, à qui la nation malienne est également reconnaissante. Et puis nous avons reçu plusieurs réactions de condamnation de cet attentat, celle du RPM, de l'Alliance pour le Mali, APM Maliko, de l'ADEMA PASJ et du Mouvement pour un destin commun. Nous restons avec le président de la République qui a reçu en audience le secrétaire général adjoint des Nations Unies avec le chef de l'État. Il a été question de la prise en charge de la malnutrition et de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Khadija Toukone, compte rendu. Avec Ibrahim Boubacar Keïta, M. Philippe Douste-Blazy a touché deux fléaux, à savoir la maladie à virus Ebola et la malnutrition. Pour la lutte contre Ebola, ce n'est jamais gagné, bien sûr. Il ne faut pas baisser la garde, mais aujourd'hui, on peut dire que le Mali a véritablement combattu victorieusement cette terrible maladie. Ensuite, nous avons beaucoup parlé des financements de l'aide publique pour la malnutrition. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'enfants qui sont malnutris, avec des conséquences sur les retards scolaires importants. Et donc, nous avons regardé comment nous pouvons faire une sorte d'équipe d'Afrique avec d'autres chefs d'État pour faire une microscopique contribution de solidarité sur les ressources extractives, pour payer les médicaments et surtout les compléments alimentaires pour lutter contre la malnutrition chez les enfants. Le président de la République a promis à ses hôtes qu'il sera le principal acteur pour la réussite de ce projet au Mali. Le président de la République a accueilli favorablement ce dont je lui ai parlé. Nous avons beaucoup travaillé ici avec United pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et je suis très heureux qu'une nouvelle page s'ouvre aussi dans la lutte contre la malnutrition. J'espère que nous pourrons annoncer cela à la grande conférence sur les financements du développement à Addis Abeba à la mi-juillet. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies a également remercié et félicité le président Ibrahim Boubacar Keïta et tout son gouvernement pour le travail abattu dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Le Premier ministre Moussa Mara a présidé hier les travaux du comité interministériel sur les projets structurants. Les projets dont il est question sont surtout relatifs à l'énergie, au logement et surtout au développement rural. Le coût global de réalisation des 10 projets s'élève à 9 000 milliards de francs CFA. Nous écoutons sur le sujet Youssouf Diakité. Le comité interministériel sur les projets structurants est une structure interministérielle qui a été mise en place pour nous permettre d'avancer rapidement sur les chantiers majeurs du chef de l'État. Vous savez, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été élu pour restaurer l'honneur de notre pays, mais aussi pour réaliser le bonheur de nos compatriotes. Restaurer l'honneur de notre pays, c'est ce dont on parle. On parle de paix, on parle de sécurité, on parle de réconciliation nationale, on parle de réforme institutionnelle, on parle de lutte contre la corruption. Tout ceci, c'est pour solidifier l'armature. Mais ce qu'il faut surtout pour réaliser le bonheur de nos compatriotes, c'est de créer de la richesse. C'est d'équiper le Mali. C'est de permettre que les producteurs maliens puissent produire en grande quantité. C'est de faire en sorte que les Maliens puissent avoir accès à l'énergie partout sur le territoire en quantité et en qualité. Accès au logement, accès à la santé, accès à l'éducation. Et que
partout sur le territoire, que tous les citoyens maliens puissent créer de la richesse, vendre leurs produits, vendre leurs services, bénéficier des revenus. Et ça, c'est l'essentiel du mandat du chef de l'État. Il ne l'a pas oublié. Et pour ce faire, pour que notre pays puisse être beaucoup plus riche que ce qu'il n'a jamais été pendant les 50 précédentes années, il faut que notre pays soit beaucoup plus équipé, qu'il soit doté en capacité énergétique, sans commune mesure avec ce qu'on connaît déjà. Et donc, que des projets majeurs, des projets importants, qu'on puisse les mettre en œuvre. Des projets aussi dont on n'a pas l'habitude. Donc, quand on veut faire des choses dont on n'a pas l'habitude, on s'organise autrement. Le coût global de ces projets structurants, c'est 9 000 milliards de francs CFA. Là donc, le Premier ministre sortant, Moussa Mara, au micro de Youssouf Diakité. L'aménagement sensibilise les partis politiques sur le projet d'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Un document d'une 30aine de pages est soumis à l'appréciation des leaders des partis politiques de l'opposition. À travers cet exercice, l'aménagement entend faire réagir ses acteurs par rapport au contenu du document. Compte rendu à Gali Agagissa. Organisant cette rencontre, l'aménagement veut partager le contenu du projet d'accord de paix et de réconciliation avec les leaders politiques. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, avec à ses côtés le chef de la délégation de l'Union européenne et le représentant de l'Union africaine, a expliqué le contexte de l'élaboration du document et souligné les attentes de la médiation. Ce document, qui est le projet d'accord, se compose des contributions des 3 parties prenantes. Et maintenant, la prochaine phase, c'est d'affiner ce document, de l'ajuster en fonction des réalités. Les représentants des partis politiques se réjouissent de cette initiative de l'aménagement longtemps attendue. Nous avons toujours exigé, demandé en tout cas que nous soyons associés, n'est-ce pas, à la préparation des pourparlers d'Alger. Parce que nous pensons que c'est le Mali qui est en cause, le Mali d'aujourd'hui, le Mali de demain, et que tous les filles du pays, qu'ils soient de la majorité, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la société civile, doivent avoir leur mot à dire. Parce que nous voulons un accord qui sauvegarde l'unité du Mali, et soit la République, la démocratie, la laïcité. Nous relevons que dans le préambule, on doit absolument affirmer notre attachement à la Constitution du 25 février 1992. Nous affirmons que nous devons encore montrer notre attachement à l'accord préliminaire de Ouagadougou. Nous devons réaffirmer le caractère unitaire de l'État malien. Les débats qui se déroulent à huis clos permettront sûrement aux leaders politiques de peaufiner le document d'une 30aine de pages afin de contribuer au processus de paix et de réconciliation en cours dans notre pays. Le président de l'Assemblée nationale, Ishaka Sidibé, a reçu en audience un ressortissant malien résidant en Pologne depuis 30 ans. Titulaire d'un PhD, il est spécialisé en agroforesterie, en médecine animale. Il vient de recevoir une distinction suite à ses recherches. Nous écoutons Mamadou Ba, il est au micro de Mahamadou Doumbia. Monsieur le président de l'Assemblée a posé beaucoup de questions sur l'organisation Cluster for Africa et les réponses données lui ont beaucoup satisfait. Et on a déjà pensé élargir les collaborations de coopération du Mali et la Pologne. Quel type de collaboration? Dans quel domaine par exemple? Par exemple, dans le domaine de la médecine, dans le domaine du sport et aussi dans le domaine de BTP et sans oublier le domaine agro-pastoral. Et je suis très satisfait de cette rencontre. Il a été surtout retenu certains points que je n'hésiterai pas à mon retour de poser à mes collègues qui seront certainement aussi du même avis que moi que le Mali, un pays émergent, a besoin de support de la Pologne et aussi de l'Union européenne. Donc je pense que dans un premier temps, on ferait des actions dans le sens des hôpitaux. Nous restons à l'Assemblée nationale où le président de l'institution a reçu respectivement les vœux des membres du bureau, du secrétariat général, du cabinet et ceux du syndicat. Compte rendu d'audience avec Mamourou Sidibé.
La cérémonie de présentation des vœux de l'Assemblée nationale a été un moment de fraternité et de convivialité, mais aussi celui du bilan 2014. Ainsi, pour le secrétaire général de l'Assemblée nationale, l'année 2014 aura été à tout point de vue l'année de retour de l'institution. Que de kilomètres parcourus pour porter le message du Parlement malien, du Burkina au Venezuela, en passant par le Tchad, le Soudan, l'Iran, la Turquie, l'Afrique du Sud, le Canada. Quant au directeur de cabinet, ces efforts nécessitent une meilleure visibilité et une meilleure lisibilité. D'autres efforts doivent être initiés en vue d'améliorer davantage les performances de notre institution, au nombre desquelles la création d'un cadre de concertation régulière entre le président de l'Assemblée nationale et le président des groupes parlementaires, d'une part, et d'autre part, entre le président de l'Assemblée nationale et le président des commissions de travail. L'instauration d'une collaboration franche entre le secrétaire général et le cabinet. Côté syndicat, la politique de promotion interne du personnel est souhaitable. À l'instar des autres parlements membres de la CEDEAO, le Parlement malien reste le seul à ne pas avoir ni de statut pour le personnel, ni de fonction publique parlementaire. En répondant à ces différents intervenants, le président de l'Assemblée nationale a qualifié son institution d'équipe solidaire. Je voudrais instruire le secrétaire général de l'Assemblée nationale, dont je salue également les vœux sincères à mon endroit, de prendre les dispositions pour la finalisation du projet de statut du personnel, de même que les améliorations à apporter au règlement administratif avant leur inscription à l'ordre du jour de la réunion du bureau de l'Assemblée nationale. Ce travail devra être mené en s'inspirant, bien entendu, de l'expérience pertinente de certains pays de la sous-région. 24 heures auparavant, le président de l'Assemblée nationale a reçu les vœux du bureau de l'Assemblée nationale. En fin de cérémonie, tous ont prié pour le retour de la paix au Mali et la réconciliation nationale. Sur un tout autre chapitre, inauguration cet après-midi de la station d'épuration de l'hôpital du Point G d'un montant de plus de 700 millions de francs CFA. Cette station est équipée d'une technologie de pointe. Son implantation au Point G répond à un besoin de traiter les eaux usées des hôpitaux qui requièrent un traitement approprié. C'est ce que nous dit Nyanya Aliou Traoré. Voilà la 6e station d'épilation du territoire malien. Après celle de Mopti et de Tombouctou, la ville de Bamako enregistre sa 4e en ce jour. Installée sur le site de l'hôpital du Point G, son objectif principal sera de traiter dans les conditions appropriées les eaux usées de cet établissement sanitaire. Cet ouvrage très précieux permettra à l'hôpital du Point G de traiter environ 800 mètres cubes d'eau usée que l'hôpital produit chaque jour. La station d'épilation de l'hôpital est équipée d'une technologie de pointe. Le procédé de traitement est fait à partir d'un réacteur bioséquentiel. Cette machine a une capacité de traitement journalier de 300 mètres cubes d'eau usée. Le choix de cette technologie relève du professionnalisme de l'équipementier, dira la directrice de l'Agence nationale de gestion des stations d'épilation au Mali. La robustesse et la qualité de ces équipements, les caractéristiques de chaque matériel, les résultats d'épuration et les performances des machines qu'il garantit complètement en font un partenaire privilégié dans le domaine. J'ai nommé ici la société française Hydranet. Entièrement financée par le budget d'État, cette station, précisera le ministre de l'Environnement, montre la volonté du gouvernement de faire de l'assainissement, surtout en milieu hospitalier, une question prioritaire. Car l'assainissement liquide devient de plus en plus une urgence sanitaire, mais aussi une urgence environnementale, j'allais dire, et sociale. D'importants efforts sont donc à déployer. Et la gestion des eaux usées ne doit plus demeurer le parent pauvre développement, tant les avantages en matière de santé publique et en matière environnementale ne sont plus à démontrer. Le ministre, tout en saluant l'initiative, a rappelé qu'elle doit être étendue à tous les grands centres hospitaliers du pays. C'est pourquoi Abdoulaye Idrissa Maïga a lancé un vibrant appel aux partenaires afin de rendre réel ce vœu. Le Japon vient d'offrir 41 millions de francs CFA pour le financement du projet de construction et d'équipement de l'école de Farakan dans le cercle de Dioïla. Nous faisons le point de la cérémonie avec Mariam Sagara.
Le Japon fait son retour total avec cette signature relative au financement de construction et d'équipement de l'école de Farakan. Le Japon renforce ainsi cette école d'un montant de plus de 41 millions de francs CFA. L'opportunité du choix des caps de Diola et Fana comme zone test avec l'accompagnement constant de la coopération japonaise à travers la JICA et la CAD a donné un nouveau souffle à notre système d'éducation. D'un montant global d'environ 63 000 €, soit environ 41 220 000 francs CFA. Il s'inscrit dans le cadre de dons aux micro-projets contribuant à la sécurité humaine du gouvernement du Japon. Il s'agit de réaliser et équiper 3 nouvelles salles de classe, un bureau-magasin, 2 blocs de 3 latrines et un forage. Le Japon se dit fier d'être aux côtés du Mali pendant les moments difficiles. L'ambassadeur du Japon s'engage au resserrement des liens d'amitié et de coopération existants entre nos deux pays. L'Association internationale de l'eau, en partenariat avec l'USAID, vient d'organiser une rencontre sur femmes professionnelles dans le secteur de l'eau en milieu urbain. Cette initiative doit contribuer à améliorer les services à travers l'employabilité des femmes dans ce secteur. Compte rendu, Khadija Toukone. L'eau est source de vie. Elle est partout et est indispensable à la vie. La création de valeur à partir de projets innovants dans le domaine de l'eau est donc nécessaire. C'est pourquoi International Water Association, en collaboration avec USAID, a organisé cette rencontre de concertation des acteurs sur l'employabilité des femmes dans le secteur urbain de l'eau. Ce projet DIVA, financé par l'USAID, a pour but de promouvoir l'employabilité et la responsabilisation des femmes dans les services d'approvisionnement d'eau, de montrer les progrès réalisés par rapport à cela et de mettre en place un plan d'action pour une meilleure prise en compte du genre dans les services du secteur de l'eau. Cela se fera en augmentant la prise de conscience au sein des entreprises de services publics et des gouvernements nationaux sur la nécessité d'avoir des femmes professionnelles dans le secteur de l'eau et de les guider pour briser les barrières institutionnelles à l'éducation et à l'emploi dans ce secteur. En Afrique, les femmes sont les premières à souffrir des insuffisances dans le domaine de l'eau. Elles sont donc conscientes de la nécessité de développer le secteur. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'ignorer la contribution des femmes et la nécessité de mieux prendre en compte leur voix, leurs connaissances, leurs expériences pour les associer à celles des hommes dans les stratégies de développement durable. Pour améliorer l'accès à l'eau potable des populations du district de Bamako et de sa périphérie urbaine, le gouvernement s'attelle au démarrage des travaux de construction de la station d'alimentation en eau potable de Kabala, un investissement de plus de 170 milliards de francs CFA qui permettra à 1 million d'habitants de résoudre définitivement leurs problèmes d'eau. Le système d'alimentation en eau potable sera renforcé dans les villes comme Sikasso, Kuchala, Kati et Kaï pour 25,5 milliards de francs CFA. Nos différentes actions ont pour objectif de faire en sorte que plus de 80% de la population ait accès à l'eau potable d'ici 4 ans. International Water Association est la plus grande association mondiale des professionnels de l'eau avec plus de 10 000 membres et plus de 120 pays. Elle est l'organisation de référence pour l'eau et l'assainissement et organise de nombreuses activités à travers le monde. Le budget 2015 de l'Office des radiodiffusions télévision du Mali s'élève à plus de 9 milliards de francs CFA, un budget en baisse par rapport à celui de l'année dernière. Ces chiffres ont été dévoilés aujourd'hui lors de la 35e session ordinaire du conseil d'administration de l'Office. Mais malgré tout, en 2015, l'ORTM entend relever certains grands défis. Il s'agit notamment de l'amélioration des grands reportages et la production nationale des séries télévisées. Le projet phare sera la préparation au lancement des chaînes régionales conformément à la politique de régionalisation voulue par les plus hautes autorités du pays. Compte rendu, Mohamed Diarra. 2015 s'annonce comme l'année des défis et des enjeux pour l'ORTM avec de grandes réformes qui se profilent à l'horizon. La nouvelle grille de l'ORTM devra refléter les préoccupations de chaque Malien. En clair, il s'agit selon le ministre Camara d'accorder moins d'importance aux activités institutionnelles au profit des sujets d'actualité. N'oublions jamais que l'ORTM est une télévision publique. Son antenne ne saurait donc être privatisée au profit d'intérêts particuliers.
quel qu'il soit. Il est donc impératif pour nous, au RTM, de nous y préparer en toute sérénité, en modernisant l'antenne et en étant plus réactifs au changement de la société malienne. Autre défi et non des moindres à relever par l'ORTM, c'est de réussir le pari du passage au tout numérique. Cela aura sans aucun doute des répercussions positives sur les conditions de travail, sur l'obtention des résultats plus efficients dans un cadre juridique plus approprié. C'est pourquoi nous proposons le changement de statut. Nous voulons que l'ORTM se transforme d'un EPA en un EPIC, ce qui lui donnera les moyens de faire face, de mieux faire face à la concurrence qui arrive. Par ailleurs, le projet phare de 2015 sera la préparation au lancement de chaînes régionales, conformément à la politique de régionalisation voulue par les plus hautes autorités de l'État. Les réformes concerneront aussi TMD qui doit être érigé en direction en vue de faire de cette chaîne le fer de lance du service public. Il a aussi prévu la création d'une régie publicitaire interne pour augmenter les ressources propres. Et le ministre d'annoncer ce à quoi doivent ressembler les couleurs de la CAN 2015 sur l'ORTM. Il faut dans ce sens que l'ORTM soit aux avant-postes. C'est notre devoir. Nous devons conduire la mobilisation générale à travers une couverture optimale de cette compétition. Et sur ce volet, l'État prendra toutes ses responsabilités. La mise en œuvre de ces réformes nécessitera un budget de plus de 9 milliards 500 millions de francs CFA. Cette enveloppe connaît une diminution de 18,65% par rapport à 2014. Le principal enseignement à tirer de ce budget est, je l'ai dit, que la subvention de fonctionnement de l'État est passée de 7 milliards 257 millions à 4 milliards 980 millions, soit une diminution de 31,38%. Cela dit, les ressources propres augmentent. Elles passent de 3 milliards 800 millions à 4 milliards 200 millions, soit une augmentation de 10%. Le ministre a félicité l'ORTM pour le rôle joué dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Mais les défis restent nombreux et à chacun de jouer pleinement sa partition pour relever ces défis. L'Institut national de recherche en santé publique a tenu ce matin son 41e conseil d'administration pour les activités de 2015. Un accent particulier s'est mis sur la formation et la recherche, ce que nous dit Moussa Fani. Cette 41e session du conseil d'administration de l'Institut national de recherche en santé publique IRNSP se tient dans un contexte socio-économique difficile pour la structure. C'est pourquoi les activités de l'Institut ont connu des restrictions budgétaires depuis la crise de mars 2012. La restriction budgétaire qui s'est installée a considérablement affecté les domaines vitaux de notre institut, à savoir l'approvisionnement en réactifs, en matières premières et d'autres intrants, la réparation et la maintenance des équipements de laboratoire, le financement des protocoles de recherche validés par le comité scientifique et technique. Le projet du budget 2015 de l'IRNSP se chiffre en recettes et en dépenses à environ 2 milliards de francs CFA. Il connaît une augmentation de 5% par rapport à l'exercice précédent. Le budget de l'année 2015 est 1 milliard 960 millions. Mais ce qu'on souhaiterait pour notre institution, c'est qu'on ait des équipes de recherche fortes, capables de compétir sur le plan international, et afin d'avoir des financements, des partenaires qui financent la recherche. L'Institut national de recherche en santé publique a enregistré un taux de réalisation des recettes de 85% et un taux d'exécution des dépenses à hauteur de 77%. L'Institut national de recherche en santé publique a accompli plusieurs de ses missions selon son directeur. Il s'agit entre autres de la surveillance des maladies à déclaration comme la rougeole, la méningite et la fièvre jaune. À ces maladies, il faut ajouter celles jugées prioritaires comme le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida.
Conseil national de la jeunesse du Mali et l'ONG Oxfam lancent un programme conjoint de lutte contre la maladie à virus Ebola. Plus de 200 jeunes seront engagés dans une sensibilisation de proximité pendant un mois pour un coût global de 12 millions de francs CFA. Compte rendu, Batraoré. Ce programme conjoint ainsi lancé va engager plus de 200 jeunes. Ces derniers vont mener pendant un mois une campagne de sensibilisation de proximité dans 7500 foyers de la commune 5 et des communes rurales de Sibi et Bangoumana. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la réponse que le Conseil national de la jeunesse du Mali a décidé d'apporter à la lutte contre la maladie à virus Ebola. Tout à l'heure, les équipes ont déjà reçu en amont une formation de manière à les outiller avec l'équipe d'Oxfam. Et la prochaine étape maintenant qui est la dernière étape, consiste à mettre les équipes sur le terrain. Et ça va tout de suite être fait. Le projet a un coût de un peu plus de 12 millions de francs CFA. La jeunesse aime faire de lance de tout développement. Cette conviction est largement partagée par Oxfam. Nous avons pensé qu'il fallait impliquer les jeunes parce que Oxfam croit à l'importance de la communauté et au fait que les communautés peuvent trouver des réponses et contribuer à leur propre épanouissement. Donc nous avons souhaité travailler avec les jeunes parce que ce sont des forces vives de la nation et ce sont ces jeunes-là qui, de par leur engagement, peuvent faire la différence. Nous les avons vus impliqués dans les programmes de lutte contre le VIH et nous avons pensé que par rapport à une maladie comme Ebola, il est important que les jeunes déjà la comprennent et s'impliquent dans les activités de mobilisation sociale. Cet engagement commun dans la lutte contre la maladie à virus Ebola est une première étape de collaboration entre le CNJ et Oxfam. Les deux partenaires disent vouloir prospecter de nouvelles pistes. Comme vous le savez déjà, les voyageurs maliens à destination des États-Unis ne sont plus soumis aux mesures de contrôle dans les aéroports. Ces mesures ont été levées depuis le 6 janvier dernier. Sur le sujet, écoutons les explications d'André Young, chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Mali. Il est au micro de Alousseini Touré. C'est vraiment une opportunité qui vise tous les voyageurs qui sortent du Mali, qui ne sont plus soumis à des mesures supplémentaires de contrôle pour entrer aux États-Unis. Les voyageurs qui sortent du Mali peuvent se présenter comme auparavant pour les demandes de visa, aussi pour se présenter dans beaucoup des villes aux États-Unis pour entrer. Avant, il y avait une restriction dans certaines 5 villes où on devait aller pour donner des mesures supplémentaires pour contrôler contre la maladie. Je voulais aussi dire que vraiment ça marque une opportunité vraiment importante et le progrès vraiment important que tous les Maliens et tous leurs partenaires internationaux ont fait et les partenaires américains pour lutter contre le virus Ebola, mais il faut toujours rester vigilant. Depuis le début de l'arrivée de la maladie à virus Ebola dans la région, les membres du gouvernement américain, un comité intergouvernemental, interministériel, a travaillé avec les partenaires maliens pour lutter contre Ebola, c'est-à-dire les membres de la Centre pour le contrôle contre la maladie, CDC, le NIH et aussi le département d'État, le département de défense, qui travaillent avec les partenaires maliens et internationaux dans cette lutte. Et je veux souligner que cette décision marque le progrès que le Mali a fait. Et je veux saluer l'engagement profond de son Excellence le président Ibrahim Boubacar Keïta. Suite à l'attaque de Nampala qui a causé la mort de soldats maliens, nous avons reçu plusieurs réactions. Il s'agit de celle de l'Alliance pour le Mali, APM Maliko, du parti Sikikafo Oedamouye, PSO, le parti Yelema, le parti Kodouma, qui condamne avec la dernière vigueur cette attaque. 24 déplacés du Nord vivant à Bamako ont reçu donc un équipement financier, du matériel. C'est un geste du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et du Royaume du Danemark. Les bénéficiaires sont des artisans. Le compte rendu donc de Makamfin Konaté. Bérédier et maître tailleur Fadimata Maïga fabriquaient du savon à Gao et Edam Djaba était teinturier à Tombouctou. Ayant fui la crise, ils ont passé 3 ans d'oisiveté à Bamako. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui commence pour eux. Je suis autonome de moi-même.
je ne dépends pas de quelqu'un. Je suis là, je travaille pour moi-même. Je serai le maître de mon atelier. Ce qui va changer n'est pas vivre aux dépens des autres. Tout le temps courir auprès des parents. Et un jour, ils en auront assez. Maintenant que j'ai mes propres moyens, je fais comme je le faisais dans le temps. Une activité génératrice de revenus et un fonds de roulement pour être autonome et pouvoir aider d'autres, telle est la vision du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le but est que la personne soit réellement autonome et puisse à son tour, dans la dignité, recommencer sa vie. La personne a subi un changement qui des fois est traumatisant, mais nous l'espérons qu'avec ces financements, ces activités, ce matériel qu'ils reçoivent, ils pourront ne plus dépendre de l'assistance et pourront réellement se prendre en charge. Se prendre en charge et surtout envisager la vie autrement. Un retour est plus qu'improbable car les douleurs sont encore vivaces. Bon, pas tout de suite comme je ne suis pas prêt. Ce qui m'a fait fuir là, ça, je me rappelle pour le moment, je ne peux pas me prononcer sur ça. 250 ménages, soit 1250 personnes sont concernées par ce projet. Avec 71 millions de francs CFA dont du Danemark, l'ONG IEDA Relief a pour mission de les aider pour un nouveau départ. Tous les bénéficiaires ont été formés en gestion de projet. IEDA veille au respect strict des engagements et à l'utilisation correcte des fonds reçus. Visiter les bénéficiaires pour nous assurer que les fonds qu'ils ont reçus soient utilisés pour les raisons pour lesquelles ils ont reçu ces fonds. Aussi nous assurer que la qualité des produits qui doivent leur être donnés soit de bonne qualité. En plus des kits et de l'appui financier, les bénéficiaires seront inscrits à une assurance maladie afin de préserver les fonds de commerce et garantir la pérennité des projets ainsi financés. Voilà, mesdames, messieurs, nous revenons sur le contenu de ces deux décrets présidentiels. Décret numéro 2015-002 PRM du 8 janvier 2015 mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des autres membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète article 1er sur présentation par le Premier ministre de la démission du gouvernement les dispositions du décret numéro 2014-02 49 PRM du 5 avril 2014 portant nomination de M. Moussa Mara en qualité de Premier ministre et du décret numéro 2014-257 PRM du 11 avril 2014 modifié par le décret numéro 2014-362 PRM du 27 mai 2014 portant nomination des membres du gouvernement sont abrogés. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Décret numéro 2015-0003 PRM du 8 janvier 2015 portant nomination du Premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution, décrète article 1er, M. Modibo Keïta est nommé Premier ministre. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Nous vous proposerons le portrait du nouveau Premier ministre dans nos éditions de demain. Et puis, page noire de cette édition, nous avons appris aujourd'hui la mort de la célèbre griotte de Ségou, Awa Djigilay, âgée de 75 ans des suites d'une maladie. C'est donc la mère de l'artiste Hassan Kida. Elle est celle qui a interprété le chant du Douga. Ces obsèques donc ont eu lieu ce jeudi à Sotiba. Voilà, d'ores en paix. C'est la fin de ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Autre rendez-vous avec l'actualité demain 10h-13h, une présentation de Khadija Toukoni. S'il plaît à Dieu, je serai là pour les éditions du soir. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.